Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à notre webinaire du 28 mai de l'édition spéciale du Pandémie, notre séminaire annuel Convergence, Recherche, Intervention, organisé conjointement par le RISC, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Avant de commencer le webinaire, voici quelques précisions concernant son déroulement. Donc, le webinaire se déroulera en deux temps, débutant par une conférence magistrale de 30 minutes qui sera suivie d'une période de questions de 15 à 30 minutes. Je voudrais remercier l'ensemble des participants qui se sont joints à nous. On est présentement 35. Puis, en fait, vous êtes via la plateforme Zoom et de type webinaire. Alors, votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, ce qui permet d'accueillir davantage de participants et d'assurer une bonne qualité du son pour tous. Je vous invite cependant à interagir avec nos conférencières de deux façons, soit en indiquant vos questions en commentaire dans la fenêtre chat ou clavardage qui est située en bas de votre fenêtre Zoom, ou alors en commentant en posant directement vos questions à la fin du webinaire. Pour ce faire, vous serez invité à lever la main, puis je pourrai vous accorder à ce moment-là le droit de parole. Vous pouvez également me contacter via le chat toujours si vous éprouvez des difficultés ou si vous avez des demandes particulières. Si jamais votre connexion coupe, il est possible pour vous de cliquer à nouveau sur le lien connexion Zoom pour vous joindre à nouveau à nous. Puis finalement, veuillez prendre note que la conférence sera enregistrée pour rediffusion sur nos sites web, puis la présentation PowerPoint sera également rendue disponible au même endroit. Ceci dit, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir nos conférencières Myriam Laventure et Jennifer Beauregard, dont le webinaire s'intitule « Cap sur la famille », programme pour favoriser la résilience chez les enfants de 6 à 12 ans de parents ayant une dépendance. Donc, je souhaite un bon webinaire à tous et à toutes. Puis, je leur cède maintenant la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous à distance. Ça fait toujours un peu drôle parce que je sais que vous nous voyez, mais nous ne vous voyons pas. Alors, en espérant que ça va bien se passer. Alors, comme Émilie l'a dit, en fait, on vient vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, on va vous le présenter brièvement, mais on vient aujourd'hui surtout vous présenter les travaux qui ont été effectués dans le cadre de l'implantation et de l'évaluation du programme CAP sur la famille. Je me présente, donc, Myriam Laventure, je suis professeure au département des sciences de la santé communautaire, le service en toxicomanie de l'Université de Sherbrooke. À mon tour de me présenter. Donc, oui. Je suis Jennifer Beauregard, je suis la coordonnatrice du projet le CAP sur la famille. Donc, je travaille avec Myriam depuis le début de l'implantation du programme CAP sur la famille, c'est-à-dire depuis 2018. Et donc, je suis affiliée aussi au département des sciences de la santé communautaire de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Voilà. On peut partir peut-être, avancer des diapos, Jennifer. Donc, ici, on vous invite, là, vous allez avoir la présentation, comme Émilie vous l'a dit, là, la présentation va être déposée sur le site du RISC. Si jamais vous avez des questions en lien avec ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, voici l'adresse courriel là, pour nous joindre en tout temps. Si vous avez des questions ou de l'intérêt pour le programme, etc., gênez-vous pas de nous écrire, ça va nous faire plaisir. Donc, on va débuter un petit peu plus macro, si vous voulez, juste pour situer pourquoi nous avons développé un programme comme CAP sur la famille pour les enfants 6-12 ans des parents qui ont une dépendance. Alors, on va parler un petit peu de la parentalité et de la dépendance. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans la clientèle, en fait, que ce soit des CRD ou que ce soit des organisations privées, communautaires, qui s'adressent autant à la dépendance qu'à la famille, il y a très peu d'organisations en dépendance qui incluent, en fait, la parentalité dans leur plan de traitement. On l'évalue initialement à l'entrée des clients dans les services, mais une fois l'évaluation réalisée, ce qu'on en fait, il y a très peu de services qui sont développés, en fait, avec cet aspect-là des difficultés qui peuvent être présentes chez les adultes qui présentent une dépendance. Et on sait aussi, les données nous disent que chez ceux qui disent l'aborder, 60% le font de façon plutôt superficielle ou assez informelle. Les intervenants nous disant être très peu outillés pour travailler la parentalité en dépendance. Pourtant,
On sait qu'il y a une forte proportion des clients qu'on rencontre dans nos services qui ont des enfants de moins de 17 ans. Et on sait aussi que ce n'est pas parce qu'un parent va diminuer ou arrêter sa consommation que automatiquement ses habiletés parentales vont tout à coup s'améliorer et être tout à fait adaptées. Donc, en gros, je vous dirais, voilà pourquoi, moi je dis toujours la même chose, en fait, voilà pourquoi c'est important pour nous de parler de parentalité en dépendance et voilà pourquoi c'est important d'outiller les intervenants aussi à travailler avec les parents qui démontrent des difficultés ou qui nomment le besoin de travailler leur parentalité. Alors, nous, on travaille à partir, évidemment, des connaissances. Alors, on sait qu'il y a des programmes qui existent. Ces programmes s'appellent des programmes d'entraînement aux habiletés parentales qu'on appelle amicalement les PEHP chez nous, mais ces programmes d'entraînement aux habiletés parentales, on ne les a pas choisis de façon aléatoire. On l'a choisi puis on l'a développé parce qu'on sait qu'ils ont une efficacité pour les parents qui ont une dépendance. Alors, ce que les recherches nous ont démontré au fil des années, c'est que les programmes en entraînement d'habileté parentale chez les parents qui ont une dépendance vont améliorer les attitudes parentales, vont augmenter l'utilisation de pratiques parentales positives, donc passer du temps de qualité avec ses enfants, vont diminuer les attitudes parentales plus inappropriées. Donc, dans les familles où il y a de la dépendance, souvent, on va avoir le droit à des extrêmes, soit beaucoup de flexibilité, voire un petit peu de négligence, ou d'une autre partie, beaucoup de rigidité chez les parents. Donc, les parents qui participent donc à des programmes d'entraînement aux habiletés parentales viennent avec des attitudes un peu plus en équilibre, je dirais. Les parents aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont des attentes plus réalistes à l'égard de leurs enfants. Nous, on s'est arrêté sur les programmes sur les enfants 6-12 ans, mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que dans les familles où il y a de la dépendance, les enfants sont souvent parentifiés. Alors, la parentification étant définie par le fait de donner des responsabilités à l'enfant qui sont au-delà de ses compétences. Alors, quand les parents qui ont une dépendance participent à ce type de programme-là, à la fin du programme, ils ont des attentes beaucoup plus réalistes par rapport à leur enfant, puis selon l'âge que leur enfant ont aussi. Alors, ils sont plus empathiques aussi aux besoins de leur enfant. Donc, en d'autres mots, nous, on dirait, ils laissent l'enfant dans son rôle d'enfant. On observe aussi, donc, je vous l'ai nommé, moins de parentification et moins de punition corporelle. Et puis, ce qui est super intéressant avec ces programmes-là, c'est que les résultats que je vous présente là, c'est que c'est des résultats qui, même après 12 mois, quand le programme est terminé, même après 12 mois, ces résultats-là sont encore observables. Puis, ces résultats-là sont observables même si le parent n'a pas complètement cessé sa consommation et même s'il y a encore de la consommation dans la famille, ça permet de meilleures pratiques parentales. Alors, le programme, c'est moi qui faisais ça, hein, Jennifer? Je suis toujours sur la bonne lancée, c'est bon. Alors, le programme, en fait, il faut que vous sachiez que pour ceux là, c'est la première fois que vous en entendez parler, il faut quand même savoir que moi, je travaille depuis 2008 sur le développement des programmes, des entraînements d'habileté parentale chez les parents qui ont une dépendance. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu le programme 6-12, le programme PIAF. C'est tous des programmes avec lesquels j'ai travaillé. Puis, qui ont été implantés dans différents centres de réadaptation au Québec. En 2014, en 2015, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre toutes ces belles pratiques-là qui étaient implantées, puis d'en faire un programme qu'on a voulu optimal, mais en tout cas qu'on a voulu le plus possible caractéristique de ce que les milieux aimaient dans les programmes qu'ils implantaient en parentalité. Alors, on a développé, on a mis en place le programme Cap sur la famille qui s'adresse spécifiquement aux parents qui ont une dépendance puis à leurs enfants âgés de 6-12 ans. Peut-être que certains se demandent dans votre petit coin de bureau, bien, pourquoi un programme d'entraînement aux habiletés parentales spécifique pour les parents qui ont une dépendance et leurs enfants? Parce que
il en existe des programmes d'entraînement aux habiletés parentales pour les familles vulnérables, pour les familles en négligence, mais puis là, on peut se demander pourquoi les parents qui ont une dépendance ne vont pas tout simplement dans ces programmes-là. Bien, parce que si vous connaissez bien la clientèle en dépendance, vous allez tout de suite savoir et reconnaître que les parents qui ont une dépendance, d'abord, sont très réfractaires à l'intervention. Pourquoi? La première, parce que quand on les met dans des groupes avec d'autres parents qui ont des difficultés parentales, mais qui ne sont pas des parents ayant une dépendance, ils ont très peur d'être jugés. Donc, ils vont très peu parler de leur situation, ils vont écouter les autres parents, ne vont pas s'y reconnaître et ils ne vont pas du tout parler de leur consommation, en fait, et de l'impact que ça peut avoir sur leur famille, puisqu'ils ne voudront pas exposer cet aspect-là puis passer pour de moins bons parents. Puis, il faut savoir aussi, puis avec raison, les parents qui ont une dépendance ont tous la peur, un jour ou l'autre dans leur vie, de perdre la garde de leur enfant. Puis, on ne peut pas leur reprocher ce fait-là, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de placements chez les enfants de parents qui ont une dépendance. Donc, ça, c'est les premières choses. Les parents qui sont venus dans les groupes de parentalité spécifiques en dépendance nous ont souvent dit, bon, enfin, je suis à un endroit où je me reconnais dans les autres parents, je n'ai pas peur de parler de ma consommation, j'ai le sentiment que je peux m'identifier aux autres parents qu'on vit les mêmes choses. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous aide non seulement à les recruter, mais ça nous aide aussi à les maintenir dans le programme, parce qu'un parent qui a peur d'être jugé, qui a peur de perdre la garde de son enfant, bien, il ne viendra pas ou il va venir quelques rencontres, puis il ne viendra pas par la suite. Pourquoi aussi on a développé ce genre de programme-là? Parce qu'on l'a dit au tout début de la présentation, les interventions en dépendance étaient très peu axées sur l'aspect parentalité. Et nous, on s'est dit, bien, il y a quelque chose à faire, à travailler de façon simultanée, la dépendance et la parentalité. Puis vous savez quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que de travailler, parce que dans le programme Cap sur la famille, vous allez voir, on ne parle pas du tout de la consommation des parents, là, on parle de la parentalité. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même à la fin de ce programme-là, les parents avaient diminué ou modifié leur consommation, même si nous, on en avait très peu parlé pendant le groupe. Donc, d'en parler de façon simultanée, ce que ça fait, c'est que non seulement ça influence les capacités parentales des consommateurs, mais ça aide aussi à travailler au niveau de la gravité de leur consommation. L'autre chose aussi qui est très spécifique au programme Cap sur la famille, c'est que, contrairement à d'autres PEHP, le programme Cap sur la famille ne s'adresse pas seulement aux parents, mais il s'adresse aux familles. Donc, il s'adresse aux parents, aux proches, puis aux enfants eux-mêmes de 6-12 ans. Et donc, on aide en fait, on pourrait dire que c'est un programme à la fois réadaptatif, puis c'est un programme à la fois préventif pour les enfants. Et en incluant les enfants, on sait que ça augmente nos chances de recruter les parents parce que même s'ils ont une dépendance, les parents qui consomment veulent le bien de leur enfant en tout temps. Donc, on sait que d'inclure les enfants dans l'intervention, non seulement ça nous permet un petit laboratoire d'observation pour les intervenants, mais ça nous donne la chance de recruter davantage. Et la présence des enfants aide beaucoup à maintenir les familles dans le programme parce que les enfants aiment le programme. Puis même un soir où le parent a moins le goût de venir au programme, bien, l'enfant, lui, va être un motivateur pour la famille. Alors, le programme Cap sur la famille, peut-être que vous le connaissez, donc on va passer assez rapidement, mais sachez que les principaux objectifs, c'est de réduire la répercussion de la dépendance parentale sur la vie familiale et d'améliorer la communication au sein de la famille. C'est un programme qui est psychoéducatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un programme thérapeutique, et ça, c'est très important de se le rappeler. C'est un programme, donc, beaucoup plus de nature éducative pour les parents. Et c'est un programme qui est clé en main. C'est-à-dire que quand vous prenez le programme, vous avez tous les ateliers, la section parents, la section enfants, la section famille, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez toutes les activités qui sont prescrites, en fait. Alors, comment ça se passe quand on fait un programme? Tantôt, Jennifer va vous parler un petit peu des adaptations, mais là, je vous parle
le programme tel qu'il a été pensé initialement. Alors, c'est un programme qui était initialement offert en groupe, pour lequel on a fait des petites adaptations au fil des années, mais c'est un programme, si on veut, qui initialement était fait pour les groupes de famille. Donc, le déroulement, il y a toujours un repas. Là, on le met au début, mais il pourrait être à la fin, là. Il y a toujours une heure de repas avec les familles et les intervenants. Et ce que ça fait, c'est que ça permet aux intervenants de faire de l'observation active sur comment les parents interviennent avec leurs enfants. Puis après ça, on peut s'en servir dans le cadre du programme. Ensuite de ça, on prend les parents d'un côté, on prend les enfants de l'autre, on les envoie dans des ateliers où, de façon simultanée, ils vont travailler sur le même thème, en fait, mais des intervenants vont travailler avec les parents, des intervenants vont travailler avec les enfants. Et donc, ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les parents, on prend les enfants, on les ramène en groupe famille, que nous appelons, nous. Puis, ce qu'on fait, c'est que dans ce cadre de groupe famille-là, on met en commun ce que les parents et les enfants viennent de regarder ensemble. Puis, à travers des activités, parce que vous comprendrez que c'est pas un groupe qui est, quand on dit psychoéducatif, c'est que c'est un groupe qui bouge un peu. Les méthodes pédagogiques sont assez actives. Alors, à travers des activités, on va emmener les familles à travailler leur dynamique familiale. Avec les petites modifications qu'on a faites au cours des 2 dernières années, vous devez savoir que maintenant, le programme peut être offert de 3 façons. Il peut être offert en groupe, comme je viens de vous décrire. Il peut être offert en famille, donc en famille individuelle. C'est drôle de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Donc, de le faire uniquement avec une famille. Et il peut être offert uniquement aux parents. On pense entre autres à nos partenaires dans les centres de réadaptation interne où les clients n'ont pas nécessairement contact avec leur enfant au quotidien, mais le programme, la partie parent peut quand même être offerte à cette population-là. Puis, encore une fois, la formule de départ était de 12 ateliers, mais on a travaillé une formule courte aussi parce que certains milieux nous disaient que c'était assez imposant, 12 semaines de suite. Donc, on a aussi une formule courte qu'on a suggérée en 7 ateliers. Donc, je passe rapidement parce que le temps file, mais le programme cible l'apprentissage de nouvelles habiletés. Et je vous l'ai dit, c'est une animation qui est active, qui est collaborative. Donc, on n'est pas des experts. Le parent est expert de sa posture. Ça nous demande peut-être pour les intervenants en dépendance qui sont habitués de travailler dans un milieu plus thérapeutique, ça nous demande de revoir un peu nos paradigmes, mais c'est super intéressant comme approche, ça met moins de poids sur nos épaules. Et donc, on essaie effectivement de varier les méthodes pédagogiques à travers les ateliers et pour que ça soit dynamique, en fait, puis que les gens aient le goût de revenir. Alors, ici, là, je vous dis, on a mis les ateliers. Je ne vais pas vous présenter chacun des ateliers parce que ça serait long et fastidieux, mais il faut savoir qu'au début, il y a une pré-rencontre. Cette pré-rencontre-là nous permet une évaluation clinique. Donc, de voir clinique parentale, bien évidemment, là, ça n'a rien à voir avec la consommation. Donc, c'est de savoir où sont les difficultés de chacune des familles au plan de la parentalité. Depuis peu, tout ce protocole d'évaluation-là est informatisé, puis vous pouvez avoir automatiquement donc un protocole, un rapport clinique merci Jennifer, un rapport clinique pour votre famille. Donc, tout de suite après qu'il ait complété les questionnaires, vous allez l'avoir. Vous pouvez travailler avec la famille au niveau du portrait clinique que vous allez avoir. Alors, vous voyez les thèmes qui sont là, c'est les thèmes qu'on a priorisés, qui ne sont pas aléatoires, en fait. On est vraiment allé chercher dans les meilleures pratiques et les thèmes qui avaient le plus d'efficacité auprès des familles. Alors, évidemment, la première rencontre, c'est un accueil. On va travailler l'équilibre familial, les rôles familiaux qui sont importants en dépendance. Ce que c'est un enfant de 6-12 ans, ses possibilités, mais aussi ses limites. Les pratiques positives, donc comment bien, vous voyez notre petite image de cochon, là, mais comment bien remplir son petit cochon affectif qu'on appelle avec les parents pour être ensuite capable de mettre des limites puis de faire, s'il le faut, des actions plus autoritaires avec l'enfant.
On a un atelier qui porte spécifiquement sur la dépendance et la famille. Donc, on va regarder avec les parents cet impact-là. On va regarder aussi avec les enfants d'une certaine façon. Les frontières, les habiletés de communication, les styles parentaux, la résolution de problèmes, la discipline parentale qui vient à la toute fin, la discipline parentale, parce qu'on pense qu'il y a bien d'autres choses à travailler avant. Et puis, on fête à la fin quand on a réussi à tout passer au travers de ces ateliers-là. Tantôt, je vous ai dit, c'est une approche collaborative où le parent est expert, vous aurez compris, c'est surtout une approche qui est non culpabilisante. On croit au potentiel parental des adultes qui ont une dépendance, puis c'est dans cette optique-là qu'on travaille avec eux. Au fil des années, on a développé beaucoup de choses pour travailler avec le programme Cap sur la famille. Donc, on vous a mis là des petites images, des objets rappels qu'on travaille. Chaque parent, chaque enfant a toujours ce qu'on appelle son porte-clés d'objets rappels, puis pour essayer, pour pas qu'il oublie les thèmes qu'on a touchés ensemble, puis pour qu'il puisse travailler pendant la semaine à la maison. On a développé, si on a le temps tantôt, on pourra vous les présenter, des capsules vidéo pour aider dans l'atelier parents, pour aider à voir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Puis les parents ont un cahier parents aussi là, dans lequel ils peuvent mettre leurs réflexions. Le projet de recherche. Donc, le programme Cap sur la famille s'inscrit dans un projet de recherche qui a débuté en 2018. On a 5 objectifs au projet de recherche là, qui va se terminer dans la prochaine année. Au départ, le premier objectif qu'on avait, qui a demandé un travail de longue envergure parce que j'ai fait environ 423 contacts téléphoniques. Donc, notre premier objectif était de faire l'état des services qui sont offerts aux parents et enfants 6-12 ans en dépendance au Québec. Donc, on a vraiment recensé dans tous les organismes de dépendance et familles pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait. En deuxième temps, on a contacté les centres de réadaptation en dépendance pour voir si eux trouvaient pertinent et faisable d'implanter le programme Cap sur la famille dans leur organisation. Puis, ça nous a amené à adapter le programme initial que Myriam et son équipe avaient conçu là, en 2014-2015. Donc, en 2018, on l'a adapté en intégrant des adaptations, comme Myriam vient de le dire, au niveau d'un offre de programme en groupe, en famille individuelle, auprès de parents uniquement, dans une formule longue, formule courte. Donc, c'est là qu'on a fait, là, à l'objectif 3, qu'on a fait ces adaptations-là aux réalités régionales. Ensuite, l'objectif 4 du projet était de former les intervenants des centres de réadaptation en dépendance pour qu'ils puissent intégrer le programme Cap sur la famille à leur offre de service. Vous comprendrez éventuellement quand je vais vous présenter là, qui on a formé, vous comprendrez que c'est une commande du ministère de la Santé et des Services sociaux que Myriam a eu de solliciter les CRD pour qu'ils implantent le programme Cap sur la famille, mais ce n'était pas une obligation. Donc, nous, on a fait un état des services, on a regardé si c'était pertinent pour les CRD, puis on leur a offert la possibilité d'implanter le programme et certains CRD ont dit oui. Donc, on a formé les intervenants de ces CRD-là. Et le 5e objectif, qui est actuellement en cours, là, qui a commencé avec notre collègue de données, mais que là, on est en train de regarder nos données, donc qui va être d'évaluer l'implantation et l'évolution des participants qui ont participé au programme Cap sur la famille. Pour les objectifs 1 et 2, on a fait un rapport qui s'appelle l'offre de services en parentalité et dépendance au Québec. Donc, ce rapport-là fait vraiment état de nos 2 premiers objectifs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'obtenir une copie du rapport qu'on a fait, vous pouvez écrire à l'adresse courriel que je vous ai présentée à la 2e diapo, capsurlafamille@commercialucherbrooke.ca. Ça va nous faire plaisir de vous partager ce rapport-là. Et dans les prochaines diapos, ce qu'on va vous présenter, c'est qui a été formé au programme Cap sur la famille et certaines données d'implantation et de caractéristiques des parents qui ont participé au programme. Donc, le déploiement du programme Cap sur la famille au Québec. Donc, qui a été formé au programme Cap sur la famille? Donc, en 2018, on a commencé, 2018-2019, on a commencé nos formations. On a donné au total 3 formations, une à Longueuil, une à Québec et une à Sherbrooke, ce qui nous a permis en tout de former 42 intervenants
qui provenaient à la fois de CRD, mais aussi d'organismes partenaires. En fait, le programme Cap sur la famille aborde les parents dépendants dans leur rôle parental, mais intègre aussi, comme Myriam le dit, les enfants. Donc, certains CRD sont dit, bien, nous, en tant qu'organisme en dépendance, on ne se sent pas outillés nécessairement à offrir le programme toute seule. Donc, le volet enfant, nous, on aimerait ça créer un partenariat avec un organisme, par exemple, un organisme famille, pour venir nous soutenir dans l'animation, puis eux, en fait, pourraient animer le groupe enfant. Donc, il y a des partenariats qui ont été créés, CRD, organisme famille. Et donc, au moment de la formation, on a formé à la fois les CRD, mais leurs partenaires aussi dans l'animation du programme. Donc, en tout, on a 9 régions administratives qui ont été formées. Donc, il y a différents CRD, points de service de 9 régions administratives qui ont été formées. Ensuite, de 2019 à 2020, s'est ajouté 14 intervenants des CRD organismes partenaires qui ont été formés dans le cadre d'une formation à l'automne dernier. Et cet hiver, on a ajouté aux organismes formés des centres internes en dépendance. Donc, on a vraiment ouvert notre formation et on a donné 2 séances de formation à 25 intervenants qui provenaient de différents centres internes de cette région administrative du Québec. Donc, dans l'encadré gris, vous voyez là, la liste des régions administratives dans lesquelles soit le centre de réadaptation et ou un centre interne ont été formés, c'est-à-dire qu'actuellement, au Bas-Saint-Laurent, à Capitale-Nationale, Mauricie-Centre du Québec, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord du Québec, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides et Montérégie, dans chacune de ces régions-là, il y a des intervenants d'organismes qui ont été formés. Je précise formés parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils ont été formés que nécessairement ils ont été en mesure jusqu'à la date d'implanter le programme Cap sur la famille dans leur organisme. Tantôt, on va parler des enjeux, des défis en lien avec l'implantation. Fait qu'on pourra revenir un peu sur les raisons pour lesquelles certains organismes n'ont pas été en mesure jusqu'à date d'implanter le programme. Mais où il est implanté? En fait, il est implanté à Québec par le Centre de réadaptation en dépendance. Jusqu'à date, les intervenantes, il y a 4 intervenantes qui ont été formées, ont été en mesure de donner 2 cohortes, une longue et une courte, c'est-à-dire ils ont donné des cohortes en groupe avec un groupe de famille dans sa formule longue, donc en 12 rencontres, et dans sa formule courte, en 7 rencontres. À Chaudière-Appalaches, plus précisément là, à Thetford Mines, c'est le Centre Don Rémy des Appalaches et le Réseau d'entraide des Appalaches, 2 organismes, un en dépendance puis un au niveau des familles, qui implantent le programme. Jusqu'à date, ils ont donné une cohorte dans sa formule groupe et longue. En Mauricie-Centre du Québec, on a Drummondville qui, par son CRD, offre le programme. On a aussi Trois-Rivières. Trois-Rivières, lui, c'est dans un partenariat avec la Maison de la famille qui offre le programme. Et on a Shawinigan qui offre aussi le programme. Shawinigan offre le programme au CRD. Donc, ils ont été en mesure, là, à la date, de donner 2 cohortes longues. Mais tout récemment, donc en mars, quand on a formé les centres internes, on a, là, je vous ai rajouté comme une petite nouvelle donnée chaude, on a le pavillon de la Suétude qui, tout récemment, m'ont envoyé un courriel pour me dire qu'ils ont été capables de partir une cohorte dans leurs 2 points de service, donc à Saint-Guillaume puis à Shawinigan. Donc, on a une cohorte en groupe qui se donne et aussi une cohorte qui est famille individuelle là, dans sa formule longue. En Montérégie, il y a plusieurs points de service qui ont été formés, mais actuellement, on a Longueuil et Saint-Hubert, ces 2 points de service-là qui sont jumelés ensemble avec la Maison de la famille, la parentraide de Saint-Hubert, qui offre le programme. Eux, jusqu'à date, ils ont offert 4 cohortes du programme en version groupe et longue. Tout récemment, donc cet hiver, il y a Saint-Hyacinthe qui s'est joint, là, qui a été en mesure de partir une cohorte. Eux, ils ont choisi d'offrir une cohorte en groupe de famille, mais courte, pour une première expérimentation. Et ils l'offrent avec la Maison de la famille des Mascoutins là, à Saint-Hyacinthe. On a Montréal au CRD qui offre le programme. Éventuellement, actuellement, pour ceux qui sont au courant, Montréal, le CRD va s'éclater en différents points de service. Donc, il va peut-être
y avoir le plus de cohortes qui vont pouvoir se donner à Montréal dans les différents points de service en dépendance. On a Chibougamau, donc dans notre nord du Québec. Chibougamau a été en mesure jusqu'à date d'offrir le programme à une cohorte famille individuelle dans sa formule courte. Donc, considérant les enjeux qu'on pourra voir tantôt, c'est ce qu'ils ont été capables d'offrir jusqu'à date, qui est très bien pour une région au nord du Québec. Et on a Sept-Îles sur la Côte-Nord qui, jusqu'à date, dans un partenariat avec un organisme en dépendance, donc le Rond-Point, ont été en mesure d'offrir 2 cohortes de groupes longs. Ici, je vous ai mis l'ensemble des cohortes qui ont débuté et qui ont débuté. Donc, c'est-à-dire qu'en raison du COVID, parmi les cohortes que je vous présente, là, il y a 5 cohortes qui ont dû être arrêtées par rapport à l'offre de service qui était plus possible d'être à faire. De 2018 à ce jour, on a 89 familles qui ont participé en totalité ou en partie au programme Cap sur la famille. Défi d'implantation. C'est à toi, Myriam. Oui, on va passer rapidement, malheureusement, parce que je vois que le temps file, mais donc, dans les défis d'implantation, je vous dirais qu'on en a identifié quelques-uns. Vous voyez que c'est pas, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est quand même pas des programmes qui s'implantent comme ça du jour au lendemain. Ça demande une certaine préparation, une formation, mais donc, il y a des défis, puis on ne veut pas cacher la vérité non plus, même si les programmes sont très efficaces, c'est pas... il y a du travail à faire pour donc les implanter. Un des premiers défis, c'est le recrutement des familles. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais c'est difficile parfois de recruter les familles puis de les maintenir. Je vous ai donné des chiffres, là, juste vous faire un estimé un peu là, que vous voyez là. Par exemple, là, si on part avec un groupe de 100 parents, qui est fictif, là, qui est une image, là, qui avaient l'intention de s'inscrire, donc on a invité à s'inscrire puis qui nous ont dit « Ah ouais, ça pourrait m'intéresser ». Il y en a déjà là, dès qu'on va commencer puis dire « OK, bien venez faire l'évaluation », 29 qui vont refuser d'emblée. Donc, on va les perdre tout de suite, ces parents-là. Ensuite de ça, dans l'engagement initial, c'est-à-dire à partir du moment où les parents se présentent à nous puis viennent remplir l'évaluation puis arrivent au premier, deuxième atelier, parmi les 71 parents qui étaient intéressés et qui avaient dit « Oui, je vais aller à l'évaluation », il y en a 38 qui ne se présentent pas à cette première rencontre-là. Et dans le participatif, donc des 33 parents, familles qui se sont présentés, il y en a 6 qui ne termineront pas le programme. C'est donc dire qu'à partir de 100 parents initiales qui nous avaient dit « Oui, je vais y aller », là, bien, on fait 33 moins 6, là, ça nous fait 27 familles qui vont compléter le programme Cap sur la famille. C'est pas du tout, comment je dirais ça, c'est tout à fait compréhensible en dépendance, c'est-à-dire c'est des parents qui ont peur d'être stigmatisés, qui ont un peu de crainte face aux services, qui cumulent beaucoup de facteurs de risque, puis pour qui c'est difficile de s'engager. Vous le savez sans doute si vous travaillez en dépendance, juste en suivi individuel, on a quand même une fluctuation dans le suivi. Donc, en famille, ça fait exactement la même chose. Nous, on aime le regarder de l'autre côté puis dire, bien, sur 100 familles en dépendance, il y en a 27 qui ont complété le programme. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que quand on réussit à les amener à l'engagement initial et qu'ils viennent à la première, la deuxième rencontre, habituellement, ils vont terminer le programme, à moins de problèmes majeurs, mais habituellement, ils vont terminer le programme. Tu peux aller à l'autre diapo. Juste vous montrer là, de tous les parents qu'on a recrutés, on a eu 21 abandons pour différentes raisons. Il y en a que c'était par manque d'intérêt, il y en a que c'était parce que le programme ne répondait pas aux besoins, manque de temps, manque d'énergie. Puis malheureusement, comme Jennifer vous l'a dit tantôt, le COVID nous a beaucoup atteints parce qu'il y a 13 familles qui ont dû arrêter leur démarche. Il faut savoir aussi au niveau du défi d'implantation que ce n'est pas un programme, je vais le mettre entre guillemets, gratuit, en ce sens qu'il y a des coûts qui sont associés à l'implantation d'une cohorte, puis ça dépend comment on l'implante, parce que là, les coûts qu'on vous dit là, c'est des coûts qui sont associés à une implantation en CRD, en externe, famille. Ce n'est pas du tout les mêmes coûts qui seraient associés, par exemple, dans
dans un centre interne en toxico. Là. On serait complètement dans un autre monde. Mais ici, là, parce qu'il faut savoir que dans les bonnes pratiques de ce genre de programme-là, il y a les chercheurs nous suggèrent de faire des incitatifs pour que les familles puissent participer en ayant l'esprit libéré. Donc, vous avez les coûts des repas où on fait de l'observation, on paie les transports aux personnes, que ce soit l'autobus, le taxi, peu importe. Il y a des familles qui ne viendraient pas tout simplement parce qu'ils ont d'autres enfants à la maison puis ils ne sont pas capables de se libérer. Donc, il y a toujours un service de gardiennage qui est associé. Alors, vous voyez, là, nous, ce qu'on dit, puis il y a du matériel. Donc, le matériel qui est initial là, à la pratique. On dit donc, puis dépendamment qu'on soit dans une grande ville ou une petite ville, les coûts sont différents. Mais par exemple, pour un sous-groupe avec à peu près 8 familles, on estime que d'implanter le programme dans son aspect optimal, c'est-à-dire les 11 rencontres avec les familles, les parents, etc., ça revient à un coût d'environ 3 200 par implantation. Donc, il y a des questions à se poser, il y a du travail à faire aussi au niveau de l'implantation, du défi d'implantation à ce niveau-là. Tu y vas-tu? Oui, bien, je vais continuer. OK. Alors, puis l'autre chose, mais on va passer rapidement, en fait, c'est qu'on s'est vite rendu compte que dans l'implantation, il y avait des défis qui étaient de réalité très régionale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que, par exemple, ça va être aussi aisé d'implanter une cohorte de familles à Chibougamau, si vous voulez, contrairement à Montréal ou à Québec. Cette île nous fait mentir un peu, par contre, parce que même si c'est une petite région, ils ont su faire du recrutement, retenir leur famille du début à la fin. Mais quand même, ça nous a demandé de faire une adaptation un peu du programme pour que ça puisse être offert autant à Chibougamau qu'à Montréal qu'à Québec. Donc, on va aller à l'autre diapo, mais faut juste savoir que pour répondre à ces réalités régionales-là, on a travaillé à une séquence, une priorisation d'ateliers qui nous ont permis de passer d'une version longue à une version courte. On a expérimenté différentes formules du programme aussi, que ce soit en groupe famille, en groupe individuel. Le programme est disponible en anglais et en français. On est en train de l'adapter pour les communautés autochtones actuellement. On a offert beaucoup de soutien aussi aux organismes, soit pour aider le maillage entre le réseau public puis les organismes communautaires des régions. Mais on les a aidés dans ce niveau-là parce que c'était nécessaire dans certains endroits. Faut savoir que ce qui s'en vient aussi, pour encore une fois l'adapter plus, on travaille à développer notre site web qui va s'adresser à la fois aux intervenants, mais aussi aux parents et aux enfants. Au mois d'août, ça devrait être disponible. On pourra faire un suivi. Parce qu'il y a du roulement dans vos milieux, puis on en est bien conscient. À l'hiver prochain, le programme la formation va être offerte de façon autoportante, c'est-à-dire que les gens pourront s'y former par eux-mêmes et l'implanter dans leur milieu. Et on va revoir les ateliers aussi. Donc, on travaille continuellement à adapter le programme pour que quand le projet de recherche va être terminé, bien, qu'on ait un programme encore avec encore plus de possibilités pour chacun de vos organismes là, d'implanter le programme. Puis pour reprendre les mots de Myriam, je pense que son grand souhait, c'est qu'on parle de parentalité en dépendance. Donc, on s'assure d'avoir un programme qui est le plus malléable possible, qui est le plus adaptable possible pour être sûr de parler de parentalité dans vos organisations. Là, vraiment, brièvement, on va vous faire juste vous présenter quelques caractéristiques, un petit portrait finalement de nos parents. Donc, je vais passer rapidement, je ne vous les dirai pas toutes les chiffres, vous pourrez aller les relire. Je vais porter attention à certaines données plus importantes. En fait, au niveau des caractéristiques des familles, on peut remarquer que la majorité des familles, donc 63,7 % des familles qui se présentent au programme CAP sur la famille, sont des familles monoparentales. Se sont présentés, ce sont des parents qui étaient célibataires ou séparés et divorcés.
Ce sont des parents aussi qui, au niveau de leur statut d'activité, étaient dans une proportion assez grande sans emploi, donc c'est-à-dire soit sur l'aide sociale, soit en congé de maladie. Et dans autres, on intégrait là-dedans des invalidités, être étudiant et d'autres motifs comme ceux-là. Donc, une grande proportion avait un statut d'activité là, qui était sans emploi. Au niveau de la scolarité, on a des parents, là, donc dans une majorité qui avaient soit un niveau de scolarité primaire ou secondaire, c'est vraiment la plus grande proportion. Donc, on a des parents qui, au niveau sociodémographique, ont des caractéristiques qui nous démontrent des vulnérabilités à ce niveau-là. 76,3 des participants, donc des répondants principaux. Donc, il faut tenir compte ici que les caractéristiques qu'on a ressorties ont été établies en fonction des répondants principaux, c'est-à-dire le parent qui présente la problématique de dépendance et qui demande des services là, dans le centre de réadaptation et donc de participer au programme CAP sur la famille. Dans le programme, le parent, donc le répondant principal qui présente la problématique, peut venir accompagner. Donc, nous, on appelle ce deuxième parent-là, qui est l'accompagnateur, le répondant secondaire. Mais ici, on vous parle uniquement des répondants principaux. Donc, 76,3 étaient des femmes et 100 d'entre elles étaient les mères biologiques des enfants. 23,8 étaient des hommes et une grande proportion d'entre eux étaient le père biologique de l'enfant. Donc, on ne dira pas de surprise. Je pense qu'il n'y a pas de surprise ici de voir que dans un programme d'entraînement aux habiletés parentales, la forte majorité des parents qui sont présents ici, ce sont des femmes. On travaille de plus en plus à intégrer les hommes puis à voir est-ce qu'on pourrait mettre en place des modalités qui feraient en sorte que les hommes participeraient un peu plus au programme. C'est en développement. Au niveau de leurs caractéristiques personnelles, donc au niveau de l'indice de détresse psychologique, on peut voir que les symptômes d'anxiété et de dépression, donc un niveau cliniquement significatif est assez important, donc 64,6 d'anxiété, 51,2 au niveau des symptômes de dépression. Au niveau de la perception d'avoir suffisamment de ressources interpersonnelles pour répondre à leurs besoins et ceux de leur famille, 17,7 des répondants principaux disaient manquer de ressources interpersonnelles à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont dans le programme. Au niveau des caractéristiques des enfants, ici, c'était selon le point de vue des parents. Et pour un enfant de la famille, donc ici, là, pour les fins de la présentation, on vous a pris uniquement l'enfant qui a été identifié comme l'enfant 1 de la famille, donc un enfant. Dans 20,5 des cas, les parents identifiaient que leur enfant avait une intensité de problème qui était cliniquement significative. Et par rapport au cumul, donc à la présence de problèmes, est-ce que ce comportement-là, par exemple, lambine ou traîne au moment des repas, était considéré comme problématique pour eux? Donc, dans 40,8 les parents ont identifié que leur enfant avait une présence importante de problèmes qui était cliniquement supérieure. Ce qu'il faut savoir ici, là, dans ce que Jennifer vous nomme aussi, c'est que dans les familles qui ont participé au programme, c'est que ça pouvait être un parent avec un enfant, mais des fois, on a un parent avec 3 enfants, on a 2 parents avec un enfant. Donc, il y a différentes formes. Les familles viennent avec les besoins qu'ils ont, en fait. Et souvent, le fait que le parent reconnaisse que l'enfant présente des problèmes, c'est aussi un moteur à participer au programme parce que le parent veut le bien de son enfant. Donc, quand on leur dit ça, que oui, c'est pour travailler sur la famille, mais qu'en même temps, ça peut travailler les difficultés de l'enfant, souvent, c'est une motivation supplémentaire pour les parents. Exactement. Au niveau des caractéristiques familiales, donc le parent, dans son sentiment d'auto-efficacité parentale, c'est quelque chose qui est mesuré là, à l'entrée au programme. Donc, ici, 4,9 des répondants principaux mentionnent sentir un manque de compétences dans leur rôle parental. Ici, c'est un score qui est relativement faible, considérant que ça se présente à un programme pour augmenter
leurs compétences parentales. Mais là, il y a différentes hypothèses qui peuvent être discutées là, par rapport à ce chiffre-là. Puis avec un peu plus de temps, on pourra en discuter davantage, mais peut-être dans vos questions ou dans le cadre d'une autre présentation, on pourra prendre le temps d'en parler. Mais c'est fort intéressant là, d'aborder comment ils se sentent dans leurs compétences parentales. Des fois, c'est en lien avec leurs repères à eux au moment d'entrer en service. Avec quels parents ils se comparent. Bien, pour eux, peut-être qu'ils ressentent qu'ils se sentent compétents comparativement aux familles qu'ils côtoient. Dans leur pratique parentale, on a mesuré là, les comportements éducatifs positifs, la supervision lacunaire et la discipline inconstante. On peut voir que c'est la discipline inconstante qui est l'enjeu qui semble le plus important chez les parents dépendants, ce qui n'est pas une surprise non plus par rapport à ce qu'on sait dans la littérature, donc, et que vous savez dans votre pratique fort probablement. Donc, 45,7 % des parents ont rapporté avoir des pratiques là, de discipline inconstante. Au niveau du fonctionnement familial, donc 45,6 % des répondants principaux reconnaissent que leur fonctionnement familial est problématique. Donc, dans leur famille, ils sentent qu'il y a effectivement des problèmes dans leur fonctionnement. Pour conclure, est-ce que nos parents sont satisfaits de participer au programme CAP sur la famille? Bien heureusement, oui. Donc, quand on les questionne à la fin de chacune des rencontres, donc de chacun des ateliers, à tous les ateliers, donc 100 % des parents ont dit être satisfaits ou totalement satisfaits par la rencontre à laquelle ils venaient de participer. Et en moyenne, là, le 2/3 des parents participants ont mentionné être totalement satisfaits par la rencontre. Au niveau des attentes, lorsqu'on les questionne sur si la rencontre a répondu à leurs attentes, dans 9 ateliers sur 11, l'ensemble des parents ont dit que la rencontre avait répondu assez ou totalement à leurs attentes. Les ateliers qui semblent poser le plus de défis par rapport aux attentes, ce sont l'atelier 5 et 6, soit l'atelier où est-ce qu'on aborde l'impact de la dépendance sur leur rôle parental, leur rôle parental et leur famille, et celle sur les frontières, donc qui sont, on va se le dire, 2 enjeux quand même importants chez les parents ayant une dépendance. Alors, voilà. Merci beaucoup à vous deux pour la très bonne présentation. C'est vraiment super apprécié. Donc, maintenant, j'ai invité tout le monde qui ont des questions à l'indiquer soit dans la fenêtre chat, comme je vous avais dit au début, ou alors à lever la main, puis je pourrais vous accorder le droit de parole à ce moment-là. Donc, on a une première question. Je vais vous la lire pour que tous puissent être au courant. Donc, est-ce que le programme pourrait faire partie ou fait déjà partie de mesures qui pourraient être proposées pour la protection de la jeunesse? Actuellement, il ne fait pas partie de mesures qui est proposée par la protection de la jeunesse. Puis il faut savoir qu'au niveau des centres jeunesse, ils ont eux-mêmes parfois leur programme en parentalité. Mais ce qu'on a su, nous, par nos intervenants qui l'implantent, puis là, comme je vous l'ai dit, Cap sur la famille, on l'implante depuis 2015, mais depuis 2008 qu'on implante des programmes en dépendance et parentalité. Et ce qu'on a su par les intervenants, c'est que le fait que le parent ait participé à ce programme-là, puis que l'intervenant du centre de réadaptation l'ait mentionné à l'intervenante des centres jeunesse, bien, ça a joué en faveur du parent au niveau de l'implication, au niveau de sa motivation. Donc, c'est pas quelque chose de, comment je dirais, officiellement reconnu, mais c'est quelque chose que dans un dossier d'un parent, par exemple, qui a ou qui est à risque de perdre la garde de son enfant, qui peut peut-être effectivement jouer en sa faveur. Parfait, merci. Je laisse les gens cogiter un petit peu sur la présentation. Bien, peut-être je peux ajouter, c'est aussi dans ce sens-là qu'on a trouvé intéressant de former les intervenants en centre de réadaptation interne, parce qu'on sait que souvent, les parents qui sont en centre de réadaptation interne soit ont perdu la garde de leur enfant, soit ont des gardes supervisées, soit, en tout cas, peu importe, ils sont dans des postures des fois très fragiles au niveau de la parentalité.
Puis on pense qu'effectivement, les centres qui offriraient ce genre de programme-là, ce serait sans doute un atout pour leur clientèle au niveau, en tout cas, de la garde des enfants, de la parentalité, ces choses-là. C'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on est arrivé au proposal à l'interne, en sachant bien que parce que les parents n'ont pas leur enfant avec eux quotidiennement, bien, on n'offre que la section parents, mais juste la section parents, on le sait qu'elle est efficace aussi. Donc, le programme dans son entièreté est efficace, mais même si on prend juste la partie parents puis qu'on le donne aux parents, vous avez vu les résultats qu'on a démontrés au début, bien, ils sont aussi efficaces qu'avec la section parents. Parfait, merci. Puis, on me demande en fait une petite précision au niveau du 4,9 pardon, nommé plutôt en lien avec les parents qui identifient leurs besoins d'améliorer leurs habiletés parentales. Vous aviez mentionné qu'il y avait peut-être certaines hypothèses pour expliquer ce bas pourcentage-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fait, j'essaie oui. d'en revenir. Oui. D'accord. Bien, en fait, nous, on en a fait plusieurs hypothèses parce que on est quelques chercheurs, coordonnateurs, puis auxiliaires de recherche qui se penchent sur les résultats. Puis, tu sais, à première vue, quand on a vu 4,9 ou des choses, on s'est dit comment ça, les chiffres peuvent être si faibles. Puis, on est allé de quelques hypothèses. La première étant que, il y a définitivement une désirabilité sociale. Le parent qui est dépendant, puis qu'on lui demande comment tu te trouves comme parent, évidemment, il y a toujours une petite peur d'être jugé. Fait qu'on pense qu'il y a une partie de désirabilité sociale dans le taux de réponse des parents. Comme Jennifer l'a dit tantôt aussi, nous, notre référence, ma référence à la parentalité n'est définitivement pas la même que la référence d'un parent qui a une dépendance, qui lui-même a peut-être été élevé dans une famille où il y avait de la violence, où il y avait de la négligence, et puis là, il va se dire, ben moi, quand je me compare à mes parents ou que je me compare à mes voisins, je suis drôlement bon dans mon rôle parental. Donc, ça, c'est des hypothèses qu'on met de l'avant, mais ça nous fait confirmer que la principale motivation des parents pour participer à un groupe comme Cap sur la famille, c'est le fait que son enfant aille mieux. C'est d'être meilleur avec son enfant. C'est pas tant qu'il reconnaisse avoir tant de besoins, mais il veut juste s'améliorer. Puis ça, c'est comme n'importe quel parent qu'on le demande. Ces chiffres-là nous étonnent un peu, puis il faut que vous sachiez qu'on est en train de travailler à faire une collecte de données justement avec nos partenaires des centres internes. On va aller vérifier, on va faire en grand nombre en fait les mêmes questionnaires qu'on a fait, puis on voudrait faire du mix, c'est-à-dire du qualitatif, pour aller voir avec les parents justement qui nous rapportent que eux autres, ils ont le sentiment d'être vraiment un bon parent, de nous expliquer en quoi ils trouvent qu'ils sont un bon parent, puis comment, par exemple, s'ils n'ont pas la garde de leur enfant ou s'ils ont perdu la garde de leur enfant. Donc, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'un questionnaire peut nous dire seulement par des chiffres, effectivement. Oui, parfait, absolument. J'avais peut-être une petite question au niveau de la santé mentale. Donc, deux questions dans la même. Donc, la première étant, est-ce que le programme pourrait être utilisé auprès de parents ayant un trouble de santé mentale concomitant, là, finalement? Puis, est-ce que vous avez observé déjà des caractéristiques au niveau des diagnostics de santé mentale ou des troubles de personnalité, troubles polaires, troubles psychotiques dans votre cohorte actuelle? En fait, on ne l'a pas évalué. On n'a pas évalué les troubles de la personnalité. On a évalué simplement, en fait, c'est à partir des besoins des intervenants dans le milieu aussi. On a évalué principalement la détresse psychologique des parents. Mais pour répondre à cette question-là, je dirais, faites le calcul. Là, dans une clientèle en dépendance, il y a définitivement des adultes qui cumulent à la fois la dépendance, à la fois des troubles de personnalité, que ce soit des personnalités limites, bipolaires, etc. Mais nous, présentement, on n'en a pas tenu compte dans le travail qu'on fait, mais définitivement que c'est sûr que dans la clientèle qu'on a desservie par le programme Cap sur la famille, il y avait de cette population-là. Maintenant, ça serait peut-être une bonne idée d'aller effectivement l'évaluer puis voir si chez ces parents-là, l'évolution est aussi positive, par exemple, que chez les parents qui n'ont pas ce type de personnalité-là. Puis pour répondre à l'autre question, bien, évidemment que c'est un programme qui peut être utilisé avec... C'est un programme... Nous, on l'a...
un programme en entraînement des habiletés parentales, nous, on l'a précisé pour un parent qui a une dépendance, mais comment je dirais, puis on regroupe des parents qui ont une dépendance, mais le seul atelier qui est spécifique à la dépendance, c'est l'atelier 5 sur la dépendance. Tous les autres ateliers pourraient être pris tels quels, puis offerts avec n'importe quel parent que vous connaissez. Vous pourrez peut-être même le faire vous-même, puis vous le trouveriez sans doute très intéressant. Donc, qui pourrait définitivement être offert avec des parents qui ont des troubles avec santé mentale et que ce soit avec ou sans dépendance, définitivement. Parfait, merci. Je vais laisser encore quelques petites minutes pour que les gens puissent indiquer la dernière question. Je ne vois pas de personne qui a levé la main pour intervenir en direct. Je sais que tantôt, vous avez mentionné vouloir peut-être montrer des petites affiches, des petites choses. Et je laisserai un petit peu de temps, puis on pourra conclure par la suite. Oui, puis on invite les gens, évidemment, à ne pas gêner pour nous écrire si vous voulez avoir une idée plus concrète du programme, si vous avez des questions, si dans votre clientèle, population, vous pensez que c'est un programme qui pourrait être intéressant, bien, gênez-vous pas, puis venez vers nous, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. On n'aura probablement pas le temps pour une capsule, à moins que tu veuilles absolument la montrer une, Myriam. Sinon, je peux montrer l'affiche. Oui, ben, j'irais plus avec la capsule que l'affiche personnellement, mais on peut y aller juste avec la section. On va vous faire le début. Oui, on va vous montrer les capsules qu'on a montées avec le programme, juste pour que vous voyez comment on travaille avec les parents. C'est un outil parmi d'autres qu'on peut utiliser en appliquant le programme. Ça va sonner en résonance parce que j'ai fait partage de mon son pour que vous puissiez entendre. Si jamais on n'entend pas, vous me le direz. Catherine est au bout du rouleau avec leurs problèmes financiers et la consommation d'alcool de marque. Les enfants font bien leur routine en rentrant de l'école, mais elle aimerait qu'ils l'aident plus au quotidien. Au moins qu'ils ramassent leurs affaires. Julien, hein? Tu peux-tu baisser le son, là? Mais j'ai rien tué, moi. C'est Noémie qui l'écoutait de même tantôt. Ben, tantôt, c'est tantôt. Là, c'était trop fort. Mais sinon, j'entends rien. T'entends rien. Tu me niaises-tu, là? Voyons, ça me casse les oreilles dans la cuisine. Ça doit être correct dans le salon. OK, d'abord. Voyons, baisse-la, là. C'est pas compliqué, mais semble ça prend pas un diplôme. Ben, je viens de la baisser. Oh! Hey, mens-moi en plus, là. Donne-moi ça. Mais là, j'entends plus rien. Ben, t'as juste à faire comme les sourds, hein? Puis à lire ses lèvres. Hey, t'es chanceux que je l'ai pas juste fermé, la TV. Là, c'est quoi tout ça? Hey, c'est toi le cochon qui a mis le bordel de même? Hey, c'est dégueulasse. Moi, là, je commence à être tannée de ramasser après vous autres. Là, ça finit la TV puis tu ramasses. Mais c'est même pas moi. Ben non, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est à qui ces bas-là? C'est pas à toi, ça. Puis cet habit de neige-là, c'est pas à toi, ça. Ouais, mais là, je regardais mon émission, puis Noémie aussi, elle se laisse traîner. Bon, encore Noémie, encore les autres. Mais là, c'est toi qui es là, puis c'est toi qui ramasses. C'est-tu clair? Puis, c'est quoi ça, cette bouffe-là qui traîne, là? Fait que dans le fond, on a des capsules qui montrent des contre-exemples et des exemples. Vous avez compris qu'ici, c'est une contre-exemple. Donc, on montre la contre-exemple en premier, puis on fait discuter les parents sur ce qu'ils voient dans cette contre-exemple-là. Et par la suite, on peut peut-être prendre quelques petites secondes. Là. Je pourrais vous montrer un début de l'exemple, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on fait ressortir? Je vous ai oublié de partager mon son. Attendez 30 secondes. Julien, est-ce que tu peux baisser ton son un peu? Mais j'ai rien touché, moi. C'est Noémie qui l'écoutait de même tantôt. Je comprends que c'est Noémie qui l'écoutait de même tantôt, mais là, c'est toi qui l'écoutes. Puis en ce moment, c'est trop fort pour moi. Je vais te demander de la baisser. OK, d'abord. Ouais, là, Julien, tu l'as pas vraiment baissé. Attends.
J'ai peut-être pas été assez claire. Là, il est à combien ton son? À 20. OK. Puis là, mettons, moi, j'aurais besoin 10 OK. OK, merci, mon grand. Ouh! On peut l'arrêter. Ouais, c'est dans des ordres ici. Je vais avoir besoin de votre aide, moi, là, parce que j'avoue que je commence à être fatiguée de ramasser tout le temps, là. Est-ce que tu voudrais m'aider, toi, un peu aujourd'hui à ramasser des choses? Donc, ça serait l'exemple qu'on montre par la suite sur comment faire pour... puis on fait ressortir finalement avec eux qu'est-ce qu'ils observent chez la mère ici dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est des capsules qu'on a développées au fil des années. On en a pour plusieurs ateliers de cap sur la famille. Quand on vous parlait d'une pédagogie qui est plus active, ça nous permet, avec les parents, de ne pas être seulement en échange, mais d'utiliser d'autres types d'autres types de matériel pour leur permettre de constater des choses. Puis, c'est pas, encore une fois, dans un but de les culpabiliser, mais dans un but de leur montrer, voyez, vous êtes capable même de reconnaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui fait que dans une journée, des fois, on est plus à pic, des fois, on l'est moins. Donc, ça nous permet d'ouvrir la conversation. Les capsules ont été vraiment faites dans cette optique-là. Ils sont utilisés dans les groupes parents. Donc, ça nous permet, oui, c'est ça, d'ouvrir la conversation avec ces parents-là sur différents thèmes, puis de voir à quel point ils savent bien ce qu'il faut faire, puis quand il faut le faire, mais c'est des fois dans la vie de tous les jours que c'est difficile à faire. Donc, c'est un outil parmi d'autres qu'on a développé qui font partie du programme. Quand vous appliquez le programme, vous avez accès donc à tout ce matériel-là. C'est vraiment super intéressant. Donc, je voudrais vous remercier encore une fois nos conférencières d'aujourd'hui. Vraiment, je trouve que ça a été super. Puis, merci à vous aussi d'avoir été présents. On était jusqu'à 55 personnes aujourd'hui. Oui. Donc, je vous souhaite je vois qu'il n'y a pas davantage de questions. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous. Puis, au plaisir de vous revoir dans nos prochaines activités.